Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Henri Pideau, CEO du groupe SNCF, à ce meet-up du Hub Francia. Le Hub Francia est une association créée il y a 3 ans pour accélérer l'appropriation de l'IA dans l'écosystème. L'objectif, c'est de faire de l'IA appliquée à tous les champs de l'économie et de la société et d'arriver aussi à contribuer à des alternatives européennes pour une IA plus souveraine. Le Hub agit auprès de ses membres qui sont des grands groupes, des startups, des PME ETI, de 3 manières, par des groupes de travail très opérationnels où les membres ensemble créent des livrables qu'ils peuvent ensuite utiliser dans leur roadmap. Le Hub agit ensuite par de la formation, de l'acculturation à de la formation technique, car la formation est un levier indispensable pour cette appropriation d'IA. Enfin, le Hub organise des salons, des événements et des meet-ups comme ce soir. Donc, ces meet-ups, c'est des moments où on mobilise des experts en IA de rang mondial. On a eu cette année Luc Julia, Laurence De Villers, Olivier Ezrati, Yann Lequin, pour justement éclairer l'écosystème sur l'apport de l'IA. Aujourd'hui, on est ravis de mettre à l'honneur un membre fondateur du Hub, le groupe SNCF, par la voix d'Henri Pideau. Henri, vous êtes donc Chief Information Officer du groupe SNCF, c'est-à-dire que vous embarquez un ensemble très vaste de sujets, les systèmes d'information, le digital, les télécoms. Et donc, nous sommes ravis d'entendre votre vision à 360 degrés des utilisations de l'IA dans le groupe SNCF. Je vous laisse la parole. Je vais juste faire une toute petite remarque pratique pour nos auditeurs. Donc, le digital oblige, on va passer par des interfaces, le chat, où vous pouvez échanger entre vous, networker, les questions, vous allez poser les questions que vous souhaitez adresser à nos auditeurs et je les relayerai à intervalles réguliers. Voilà, et maintenant, c'est vraiment à vous, Henri. Merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je vais vous parler plus des usages et aussi sur certains aspects ce que j'imagine être le futur avec les IA et les différents systèmes qui concourent. D'abord, je vais commencer par quelques chiffres de la SNCF. SNCF, c'est plus de 30 000 kilomètres de voies en France. C'est également 15 000 trains qui circulent tous les jours, avec, on transporte 5 millions de voyageurs par jour. Alors, si vous faites le calcul, ça fait quand même quelques milliards de personnes que l'on transporte aussi bien en France que dans le monde, hein, puisqu'on a aussi des filiales avec le filiale Keolis et Geodis qui opèrent dans l'ensemble du monde. On est en France, on est 140 000 personnes hein, qui préparent, qui opèrent les circulations, qui surveillent, qui maintiennent le matériel. On est un des plus gros industriels français, en particulier dans tout ce qui touche à la maintenance du matériel. Et on a des technicentres industriels qui également fabriquent des pièces et reconstruisent des rames TGV, en particulier les TGV Ouigo qui ont été repackagés dans les ateliers de SNCF. Donc, mais on est aussi un très gros propriétaire de données, hein, puisqu'on a énormément de données, des données industrielles, des historiques que l'on aujourd'hui, on va compte qu'on en a accumulé année après année et qui maintenant, en fin de compte, on s'aperçoit que ça a beaucoup de valeur et en particulier quand on travaille sur des sujets de maintenance prédictive ou prévisionnelle, ça dépend des termes. Et on a aussi des sujets sur les opérations de mobilité. On travaille à enrichir toutes ces données avec des capteurs IoT qui nous remontent des informations complémentaires. On a des drones aussi, on a des agents qui sont des pilotes de drones, aussi bien pour la maintenance, la maintenance des ouvrages d'art, des ponts, des tunnels,
des caténaires, la maintenance des locomotives, et ainsi de suite. Donc, on a aussi un jumeau numérique qui nous permet de garder, d'avoir le réseau ferré en virtuel. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui englobent, en fin de compte, les systèmes d'information de SNCF. Alors pour nous, l'IA, c'est quoi? C'est avant tout un outil qui parfois permet de gagner du temps ou gagner en efficacité et en performance. Il y a beaucoup d'exemples SNCF, mais une grande partie de ces efforts portent sur des enjeux forts, fondamentaux pour le groupe. Il s'agit de la sécurité, sécurité bien sûr pour nos voyageurs, mais pas que, puisque nos agents sur le terrain travaillent en toute sécurité. Il y a la régularité. Je pense que chacun admettra que malgré tout, on parle souvent des trains en retard, mais on est à peu près 98% de trains à l'heure. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand un train part à l'heure, il a 95% de chances d'arriver à l'heure. C'est dès qu'on décale de 5 minutes, tout de suite, le taux baisse assez drastiquement. Donc, tout notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait partir les trains à l'heure. Et partir les trains à l'heure, ça veut dire toute une chaîne logistique qui doit se mettre en œuvre. Ça veut dire que le train sort des ateliers à la bonne heure, que le personnel navigant est présent au bon endroit, que les quais soient disponibles, que les portes s'ouvrent au bon endroit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est toute une chaîne qui fait qu'à la fin, le train part à l'heure. Et on a un grand programme qui s'appelle H00, comme son nom l'indique, on part à l'heure. Voilà, donc ça fait partie de la régularité. On a des sujets de performance, puisque le groupe étant continuellement appelé à s'améliorer. On a des grands programmes d'excellence opérationnelle sur lesquels on a des mesures, sur lesquels on s'améliore étape après étape. Et puis le dernier point, c'est l'information voyageur. Alors, souvent, c'est assez facile de faire l'information voyageur quand on a planifié les horaires, quand tout va bien et que tout tourne correctement. Et par contre, dès qu'on est en mode perturbé, là commencent à arriver des problématiques. Et notre enjeu avec l'IA, c'est d'anticiper finalement, d'anticiper les évolutions d'horaires sur des environnements perturbés. Voilà, donc ça, c'est le panel là où finalement on souhaite que l'IA intervienne pour nous améliorer. Je vais vous faire quelques exemples pour vous illustrer un peu l'usage de l'IA dans ces différents domaines. Par exemple, l'IA au service de la sécurité. Donc, on fait gagner du temps aux experts de la sécurité en préqualifiant des comptes rendus d'enquête sur des événements de sécurité. En général, on a tout un historique donc d'enquêtes qui font l'objet de fiches de suivi, et on a commencé à faire de la reconnaissance de forme, de l'interprétation de ce qui est écrit dans le texte pour analyser les événements a posteriori. Et dans ce cadre, on analyse les risques qui visent à renforcer ou mettre en place des mesures barrières. Alors, l'idée, c'est que on met des mesures barrières pour éviter un risque. Et ensuite, si le risque est avéré, on met des barrières encore pour éviter la réalisation du risque. Et donc, on a un certain nombre de méthodes pour justement anticiper les risques et ne pas voir le risque arriver. En tout cas, éviter que ça arrive. Donc là-dessus, on a fait des études avec l'IA, l'interprétation, pour essayer d'aider les experts à identifier les causes racines et pour mettre des effets barrières. Et donc, ce système, quand on le fait manuellement, c'est chronophage. C'est très, très difficile à analyser puisqu'on a des milliers et des milliers de comptes rendus. Et voilà, donc ça fait partie des sujets que l'on traite avec l'IA. On a aussi des sujets autour, quand on parle toujours de sécurité, la fermeture des portes automatiques. Sur des vieux matériels type corail, on a mis des capteurs qui donnent l'état de la fermeture. Alors vous direz, c'est sûr qu'un capteur c'est fermé, c'est pas fermé, mais pas que, parce que
on s'aperçoit que la façon dont la porte se ferme va entraîner des dysfonctionnements plus tard. C'est-à-dire que là, on est dans de la maintenance prévisionnelle qui va nous permettre d'identifier à quel moment il faut faire une intervention sur la porte parce qu'on sent qu'elle va mal fermer. Et ça c'est directement lié à la sécurité. On a les mêmes sujets autour de ce qu'on appelle des aiguilles. Alors, vous connaissez le terme d'aiguillage, mais la partie qui bouge, ça s'appelle une aiguille. Et quand on analyse l'électrovanne et le courant qui passe dans l'électrovanne, on peut identifier que eh bien, l'aiguille ne bouge pas comme d'habitude, ça met plus de temps, ou alors ça a des critères de forme d'onde qui prédisent en fin de compte qu'il va y avoir un problème. Et donc là, on envoie les équipes de maintenance, soit pour dresser l'aiguille, ou alors pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui empêche l'aiguille de bouger. En tout cas, de bouger normalement. Voilà, ça c'est des sujets sur lesquels l'IA nous permet d'anticiper. Alors il faut savoir que dans ce type de sujet, on a une partie qui est faite par des algorithmes un peu classiques. C'est-à-dire que si on n'a pas entre tel moment et tel moment eu un déplacement normal, bon, eh ben, on sait qu'il va y avoir un problème ou qu'il y a un problème. Et en fin de compte, et là, ça couvre à peu près 80% des cas. Et l'IA nous permet de traiter les 20% qui sont pas aussi flagrants que c'est sûr que s'il y a un pic de courant, ça veut dire que l'aiguille ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut arrêter le train, quoi. Voilà. Donc les 20% ce qui reste où c'est pas vraiment flagrant, l'IA nous permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Et aujourd'hui, on a à peu près 3000 capteurs déjà installés, on a une progression à peu près de 5400 capteurs d'ici la fin de l'année. On a 1500, un peu plus de 1600 véhicules connectés, à peu près 1500 rames et 70 locaux. Enfin, voilà, ça commence, on est vraiment en train de déployer tous les capteurs. Mais ce qui est important, c'est que on n'a pas besoin d'avoir tous les capteurs avant d'avoir une connaissance des problématiques à adresser. Et en fin de compte, une fois qu'on a classifié, par exemple, un type de locaux qui a un certain type de panne à tel moment, on est capable d'aller renvoyer dans les technicentres de maintenance la gamme de locaux qui a été acheté en même temps, qui a réussi, enfin qui a réalisé des kilomètres, on appelle ça des kilomètres-tonnes, c'est-à-dire combien de kilomètres avec combien de charges tirées. Et à partir de là, on sait anticiper des futures pannes parce qu'on a analysé sur des critères, en tout cas des panels de pannes historiques. C'est en cela que l'information historique a de la valeur pour faire de la prédiction future sur un parc de matériel. Voilà, donc on a aussi des sujets autour de, vous savez, quand les trains arrivent en terminus, comment s'assurer qu'il n'y ait plus personne de voyageurs présents dans les trains. Donc ça, c'est des gros irritants, notamment en Île-de-France. Donc l'activité Transilien et le matériel, on met au point l'alerte en bout de ligne, qui permet la détection de personnes encore présentes dans les rames, ou en fin ou en début de service. Donc il y a des gros sujets de sûreté sur ces aspects-là, et donc ça fait partie. En plus, alors l'IA nous permet de savoir à quel moment à peu près il y a des risques et à quel moment il faut faire des tournées pour vérifier par des tournées terrain qu'il n'y a pas de sujet dans ce domaine-là. Donc ça, c'était la partie sûreté et sécurité. Ensuite, je voulais vous parler de l'IA au service de la régularité et de l'information voyageur. Alors, prédire les perturbations, l'IA permet d'automatiser l'analyse historique et d'identifier des facteurs propices à l'apparition de retards et à la propagation sur le réseau ferré de ces retards. Je vous disais tout à l'heure, quand on déplace un départ
bon, ça pour le coup, on a fait des statistiques et quand on décale le départ de 5 minutes, on sait que ça va perturber. Mais l'idée, c'est quel va être finalement le degré de perturbation sur le réseau ferré. Et ça, on est en train de faire tourner des modèles qui nous permettent d'anticiper les retards sur le réseau. Et donc, avec 15 000 trains en circulation par jour, cette automatisation est nécessaire parce qu'on ne peut pas le faire à la main. Et en fin de compte, en plus, ça couvre tout le territoire. Donc, une perturbation, un type de perturbation à Paris, c'est pas la même chose qu'à Bordeaux ou à Lyon. Hein, donc, il y a besoin de connaissance aussi de l'historique de ce qui s'est passé sur le terrain. Et ça permet à la fois, à partir de données météo, ça permet de donner la météo du retard aux voyageurs et aux clients du fret, hein, puisqu'on a des activités aussi de fret en production, de permettre d'identifier des périmètres de retard et la propagation de ces périmètres de retard. Et on a aussi bien sûr intégré cette genre de météo de retard sur les applications smartphones, les applications SNCF. Et on peut savoir aussi quelques jours à l'avance les futures perturbations, en particulier quand on a des perturbations météo, puisqu'on a relié aussi avec des effets de météo ces types de perturbations possibles. Voilà, donc ça permet aussi d'anticiper les déplacements et pour certains de décaler ou de savoir qu'il va y avoir un retard dans ce domaine-là. Et on a aussi anticipé les crises en renforçant les équipes pour réduire les impacts de la perturbation. C'est-à-dire que quand on sait qu'il va y avoir un problème ou une crise, on est capable de faire monter en puissance des équipes et quand elles sont présentes, d'aider à remédier les flux et les voyageurs dans les gares, hein, en apportant bien sûr de l'information utile, rapide. Et pour l'instant, c'est cette anticipation qui nous permet d'être réactifs. D'ailleurs, lors des derniers événements de grève en fin d'année 2019, début de 2020, en fait, compte le fait de donner de l'information à l'avance aux voyageurs leur permettait de se préparer et de planifier leur voyage le lendemain. Et ça a permis quand même de garantir un service minimum pour les voyageurs. Voilà. Sinon, on a beaucoup travaillé, et ça c'est historique, hein, sur le conversationnel. Et avant, bien avant Alexia d'Amazon ou Siri d'Apple, hein, on avait notre chatbot de conversation qui s'appelait Léa. Léa, c'était un tout premier assistant conversationnel. C'était développé en 2005 par la SNCF et Léa avait un enjeu, c'est d'apporter de l'information voyageur sur le site Voyage SNCF, aujourd'hui qui est maintenant Oui SNCF. Donc on est les pionniers en matière de conversationnel en France, mais on est pratiquement les pionniers au niveau mondial. Et en 2005, il y avait très peu de systèmes qui fonctionnaient comme ça. Donc nous, on a largement alimenté la communauté scientifique française et on a contribué à améliorer le dialogue entre l'homme et la machine. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes? Donc SNCF a de nombreux produits d'assistance conversationnelle avec des missions très diverses, hein. La distribution, donc la vente de billets, j'ai besoin d'aller de tel endroit à tel endroit avec du questionnement, vous préférez être en première, seconde, quelle est votre des informations sur le trafic. On a aussi des agents conversationnels sur le recrutement, les services à bord, les réclamations pour le grand public. On en a aussi en interne, puisqu'on utilise aussi l'IA pour nos usages internes, en particulier sur le support RH, juridique, informatique, suivi de la production, hein, pour les collaborateurs dans les entreprises. Donc on voit bien que ce thème de l'agent conversationnel a été largement diffusé dans l'entreprise. C'est que voilà, donc aujourd'hui la plupart des chatbots, hein, du B2C SNCF dont
Oui SNCF, TGV, Inouï, les assistants virtuels SNCF. Ça facilite le traitement de la demande basique. Alors, faut rester quand même modeste, hein. On est sur les traitements basiques, ce qui permet de désengorger l'assistance des clients au quotidien, et ce qui permet d'avoir plus de temps pour traiter des sujets un peu plus complexes, et de garder, d'avoir une relation client de bonne qualité. Donc, le bot, c'est aussi capable de traiter des questions simples. Voilà. Donc, alors, il y a un bémol, hein, donc, et on a, donc, rares sont les assistants, hein, capables de gérer les spécificités du langage naturel. C'est l'un des freins au développement des bots métiers. Et en plus, on a aussi des difficultés dans des environnements très sonores où on a du mal à bien identifier les voix et ces sujets-là. Donc ça fait partie des sujets améliorés. Donc l'idée serait de tendre vers un fonctionnement en binôme, en délégation de tâches, où le système viendrait épauler l'humain sur des tâches plus simples. On a un sujet d'ailleurs sur la partie conversationnelle. Nous, on a un enjeu en 2024 pour les JO d'équiper tous nos agents, hein, sur le terrain de traducteurs instantanés en plus de 35 langues. Et là, on est vraiment sur des sujets typiques où l'IA ne remplace pas l'homme, mais l'accompagne et lui donne la capacité à finalement dialoguer avec le monde entier. Et ça, c'est un sujet vraiment très, très intéressant. Et tout à l'heure, on parlera aussi de la technologie qu'il y a derrière, puisque nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'agent ça puisse fonctionner en mode déconnecté, de telle façon que l'agent ait un petit appareil autour du cou, avec une oreillette, la personne parle, l'appareil écoute, fait une translation, enfin fait une traduction dans l'oreillette, l'agent parle et le micro envoie la traduction à la personne. Donc c'est des cas d'usage qu'on est en train de tester sur le terrain actuellement, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode déconnecté. Peut-être que tout à l'heure, on rentrera dans la technologie qui permet de faire ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, quand on est sur des smartphones, on est plutôt sur du mode connecté, c'est-à-dire qu'on envoie l'information dans le cloud, et puis on a la réponse qui revient. Et maintenant, de plus en plus, les smartphones ont cette fonction de traduction, traduction orale, littérale, dans le téléphone, de la traduction automatique, et puis la synthèse de voix n'est pas encore tout à fait opérationnelle, mais on sent qu'il y a des choses qui vraiment évoluent dans ce domaine-là. Donc, bon, ça c'est pour fermer, je dirais, le dossier concernant les chatbots et la relation homme-machine et homme, personne-personne. Donc, quand on regarde l'IA sur des sujets de performance ferroviaire, donc on a bien sûr la maintenance, hein, je pense que c'est un sujet important. Donc nous, on a de la maintenance sur deux grandes familles, le matériel roulant et bien sûr le réseau ferroviaire. Donc la prédiction de panne, pour nous, c'est un enjeu majeur, hein, en complément bien sûr de l'ingénierie plus classique, hein, parce que nous, ce que l'on fait, bien sûr, on a des gammes de maintenance qui sont des maintenances préventives. Hein. Notre enjeu, bien sûr, c'est pas arriver à de la maintenance corrective. Et entre le domaine de la maintenance préventive et la maintenance corrective, on a ce fameux domaine de la maintenance prédictive. Et l'IA, là, dans ce cas-là, peut, en particulier, quand les données sont très diverses et volumineuses, guider nos ingénieurs à anticiper certaines pannes. Et c'est notre enjeu, il est vraiment dans l'anticipation. Alors, et surtout, ce qui est intéressant, et là, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est établir le diagnostic. Parce que une IA qui dit, ben voilà, ça va tomber en panne tel jour, enfin dans les 6 mois, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pourquoi ça va tomber en panne.
Et ça, c'est identifier les signaux faibles, hein, permettant d'éviter les pannes. Et toute la difficulté aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle, c'est de dire pourquoi, finalement, ils ont conclu à une détection de panne. On a besoin d'informations historiques. Et quand on va analyser tous les cas de panne qu'il y a eu dans le passé, et qu'on fait passer ça dans un système d'anticipation et ainsi de suite, qui nous détecte, ah tiens, on a trouvé un cas particulier, dans ces cas-là, on va trouver une panne. Et c'est cette partie-là qui est intéressante, et donc après, ça repart dans la partie ingénierie, qui va anticiper les gammes de maintenance. Voilà. Et donc, on a une petite application, enfin, on a tout un tas d'applications qui sont en développement, même en production. Et on a une première, d'ailleurs, application qui s'appelle PrediVag. Prédit comme prédiction, va comme wagon, hein, sur la maintenance prédictive des wagons. Alors, juste petit détail, hein, les wagons, c'est pour le fret, et les voitures, c'est pour les personnes. Voilà, ça, c'est pour la culture générale dans le ferroviaire. Donc là, on est sur les wagons, c'est-à-dire le transport de marchandises. Et donc, cette application prévoit les pannes sur les wagons. Et grâce à une machine learning utilisée sur les données du SI de maintenance, on peut anticiper donc certaines pannes sur les wagons de fret. Et on a créé cette app qui permet aux opérationnels d'identifier les wagons à risque. Donc, on a des classes de wagons à risque et on sait que cette classe-là, elle est plus à risque. Alors, ça permet d'organiser les interventions, bien sûr, de maintenance, mais pas que. On peut aussi, dans des planifications de matériel, dire on sait que ce matériel est à risque, on ne va pas forcément le mettre sur un transport dont on veut assurer que le transport se passe sans faille. Donc, on est capable de déplacer des wagons, choisir des wagons en fonction du calcul de risque que l'on souhaite avoir. Donc, c'est vraiment, pour le coup, c'est des premières applications en production dans le domaine ferroviaire, et on en est très fiers. Et pour nous, hein, ça fait partie de l'amélioration de la compétitivité dans ce secteur qui est très très compétitif. Le fret, on est ouvert à la concurrence depuis maintenant à de nombreuses années, et on a dû s'améliorer dans la compétitivité de nos services rendus. Voilà, donc ça fait partie, ça participe à la compétitivité de SNCF. On a un autre sujet aussi, ce qu'on appelle les semelles connectées. Donc, on parle des semelles, c'est des semelles de frein. En fin de compte, je ne sais pas si vous avez vu les zigzags que vous avez sur les voies. Ça permet de faire freiner le frein d'arrêt du train. Et donc, en fin de compte, on travaille sur ces semelles pour que le centre de l'ingénierie du matériel, ça leur permet de vérifier rapidement l'usure des semelles de frein avant que cela ne s'aggrave et n'entraîne des coûts de réparation trop importants. Donc, pareil, on anticipe l'usure des freins, et là-dessus, ça va être mis sur les bancs d'essai en fin d'année. Voilà, donc ça fait partie des sujets. Donc, sur la partie production, enfin amélioration de la production. Donc, je continue, hein, donc pour la maintenance encore, parce que ça fait partie de nos vrais sujets. L'apport de l'IA se situe principalement dans la capacité à analyser des données très diverses et volumineuses, hein, c'est-à-dire très peu uniformes. Parce que quand on est sur des données uniformes, des capteurs qui donnent on est capable de les traiter par des méthodes mathématiques assez classiques, finalement. C'est quand on rentre dans le domaine de la diversité et du volume, que là, on est obligé de travailler avec l'IA. Je vous laisse maintenant nous parler, échanger entre nous. Et peut-être que je vais redonner la main à Gaël.
hein, pour nous présenter un peu les questions que Voilà. on échange. Donc, en effet, il y a une série de questions. Je dirais, je les regrouperai déjà un peu une question autour des technologies qui sont mobilisées. Donc, il y en a une première qui est de Karel sur l'usage de la reconnaissance vocale qui est faite au sein du groupe. Donc, vous avez évoqué les bots et le rôle pionnier de la SNCF dans ce domaine. Est-ce qu'en lien peut-être avec cela ou d'autres usages, il y a une utilisation de la reconnaissance vocale qui est faite au sein du groupe? On a au Hub un Voice Lab qui est animé au sein du groupe Voix et qui se penche beaucoup sur l'utilisation de l'IA en lien avec la voix. Alors, c'est vrai que reconnaissance vocale, c'est beaucoup utilisé pour identifier la personne qui est de l'autre côté hein, du device. Donc, nous, on travaille plutôt pour comprendre le langage naturel, quelle que soit finalement la personne qui est en face de nous. Et donc, la difficulté, c'est moins de reconnaître la personne que de comprendre ce qu'elle dit. Et en plus, avec tous les accents, alors les accents du sud-ouest, les accents du nord, les accents franciliens, voilà. Donc ça, c'est un champ de la recherche qui est important. Et j'ai pas d'exemple de reconnaissance vocale. Et ça serait plutôt dans le champ du multifactor authentication, c'est-à-dire le MFA. C'est-à-dire comment est-ce qu'avec des multifacteurs, on reconnaît les personnes quand on se connecte sur les systèmes d'information. Donc, ça serait plutôt un usage interne à SNCF pour se connecter au système d'information. Alors aujourd'hui, on utilise surtout ce qui est disponible sur les téléphones, à savoir l'empreinte des doigts et puis la caméra, la reconnaissance faciale. Donc, c'est surtout ça qu'on utilise pour identifier la personne quand on rentre dans les systèmes d'information, quand on fait du MFA. Voilà. Très bien. Il y a une question de Joseph. Utilisez-vous l'IA pour du contrôle qualité visuelle dans le cadre de la maintenance, par exemple? Donc, vous avez évoqué également déjà la maintenance prédictive notamment. Et là, le contrôle qualité visuelle, comment? Alors, on utilise effectivement, on a des voies qui sont contrôlées avec des trains qui inspectent les voies, en particulier le matin avant le démarrage des TGV ou certaines voies. Donc il y a un train qui est bardé de capteurs et qui passe et qui regarde ce qu'il y a. Donc il y a des caméras, il y a des analyseurs de vibration, et ainsi de suite. On regarde quels sont finalement les capteurs que l'on peut avoir à disposition, et on en a un qui est assez intéressant, c'est chaque conducteur, enfin chaque tractionnaire, chaque tractionnaire a une tablette dans laquelle il a son roadbook qui lui indique, voilà, à telle distance, il va y avoir ça, et ainsi de suite. Et en fin de compte, dans cette tablette, on a activé la fonction vibration et on capte finalement les vibrations de cette tablette qui est installée sur le cockpit. Et on collecte, et à partir de ça, on peut voir aussi des petites incidences sur le rail. Alors bien sûr, c'est pas aussi précis qu'un capteur qui serait installé à la fabrication d'un rame, hein, mais on commence à détecter deux, trois choses. Et par ailleurs, on a aussi des caméras qui sont installées sur les caténaires et qui regardent en temps réel vous savez, les caténaires qui frottent le fil, et en particulier les éclats. Et quand il y a des éclats, ça veut dire qu'il y a un petit souci soit sur la caténaire, soit sur le fil. Notre vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des reconnaissances directement dans la caméra. Alors maintenant, les téléphones commencent à s'équiper de TPU, des TensorFlow Process Unit, qui permettent d'inscrire dans le hardware des algorithmes d'IA, de machine learning, mais le résultat du machine learning. Et donc, en fin de compte, le vrai enjeu, ça sera d'abord d'apprendre sur des données dans le cloud ou en centrale, ensuite d'extraire, je dirais, la connaissance, le modèle de deep learning, et après de l'incruster dans le chipset, soit de la caméra, soit du téléphone, pour que finalement les alarmes l'analyse se fasse en temps réel dans la caméra. Et pour une simple raison, c'est qu'en fin de compte, plus
pour que ça soit efficace, il faut de la haute définition, voire de la très haute définition. C'est là qu'on arrive à détecter les détails. Or, cette capacité visuelle, on ne peut pas la transférer, en particulier quand on roule, vers un technicentre ou autre chose. Voilà, donc c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille, vraiment d'aller remettre de l'intelligence dans la caméra pour traiter des sujets de ce type. Il va y avoir d'autres questions justement sur ce sujet, mais je voulais terminer sur les questions relatives un peu au type de technologie mobilisée. Donc, il y a sur la reconnaissance vocale une précision. C'est vrai que c'est l'aspect reconnaissance de la voix pour transcription speech to text. C'est pour ça. Oui. Donc, c'est de la reconnaissance de la voix. Enfin, c'est pas de la personne qui est derrière la voix. C'est speak to text. Ouais. Voilà. Bah oui, c'est sûr que là-dessus, on participe. D'ailleurs, il y a je crois qu'il y a de l'open source dans le domaine, et on participe à ces groupes de recherche, et en particulier sur la voix française. Parce que ce qu'il y a, c'est que les algorithmes des grands GAFA sont vraiment focalisés sur l'anglais. Le français, ça commence. Hein, on voit sur un smartphone, on parle en français, on arrive quand même à avoir une traduction, en tout cas une reconnaissance. Et voilà, pour aller plus loin dans la reconnaissance du langage français, on travaille sur ces sujets-là. Ouais. Oui, alors j'en profite pour juste indiquer qu'en effet, on organise le 13 octobre avec le Voice Lab et Talab un échange autour justement du texte et de la voix française avec le projet PIAF d'Etalab, donc pour une IA francophone. Voilà. Donc, à vous participer aussi à cette oui, mais je pense que les équipes sont au fait de ça. Alors, il y a aussi un truc où on était très, très en avance, c'est la synthèse vocale. Vous savez que la voix que vous entendez dans les gares, c'est une voix d'une personne, hein, une vraie personne, et ça date des années, c'était même fin des années 90, et à l'époque, on a enregistré toutes les phrases, enfin, avec cette personne, hein, enregistrer toutes les phrases, tous les noms des gares, et ainsi de suite. Et cette base d'informations a été renumérisée de telle façon qu'on puisse faire la synthèse vocale. Et c'est Simone. Et c'est Simone qui a prêté sa voix à la voix SNCF. Et voilà, donc elle va être immortalisée dans de la synthèse vocale. Et c'est très important d'ailleurs. Alors je ne sais pas si on va l'utiliser quand on va faire du transactionnel avec des personnes, mais voilà. Donc, en tout cas, on était aussi en avance dans la synthèse vocale. Alors ensuite, il y a une question un peu sur l'organisation d'ensemble de ces travaux que vous faites en IA. Est-ce que vous développez tout en interne ou est-ce que vous travaillez avec une plateforme de data studio? Comment vous gérez la question du réentraînement automatique éventuel sur cette base-là? Comment tout ça s'organise-t-il? Alors, on a un très large écosystème. Hein. On travaille beaucoup avec des entreprises, avec des startups. Mais on a aussi des compétences en interne parce que notre souci, c'est que pour être en innovation, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'est le traitement numérique. Et on a des experts, hein, on a des équipes d'experts en interne et qui travaillent sur ces sujets. Donc, j'ai un laboratoire dans une filiale qui s'appelle IT Novem sur lesquels ils travaillent ça. On a aussi ça chez Oui SNCF. Voilà, donc on a des compétences un peu dispersées, mais qui travaillent en communauté. Et on fait beaucoup travailler les écosystèmes du marché sur nos problématiques. Mais clairement, il faut que l'on garde, nous, notre capacité à anticiper, à innover, et après, on travaille avec les écosystèmes. Alors, il y a une question d'Antoine donc sur l'organisation des données et notamment l'accès aux données. Est-ce qu'il est centralisé au niveau du groupe, dans chaque entité, notamment réseau, fret, au niveau des gares? Si c'est pas centralisé, est-ce qu'il y a à chaque fois des équipes data IA dans chaque entité? Comment c'est organisé l'accès et la gestion, la gouvernance de la donnée?
Ça, c'est une bonne question. Toujours difficile dans un groupe qui est quand même assez gigantesque. Alors, en fin de compte, on a plusieurs types de données. On a les données qui sont les open data, donc classiques, accessibles à tous ou à la demande. D'ailleurs, la dernière loi l'homme nous va un peu plus loin dans le partage de l'information, même si on en diffuse beaucoup. Et voilà, donc ça, c'est des sujets donnés vers l'extérieur de l'open data. Donc ça, ça a été centralisé. Donc on a un service de données open data. Et on pouvait y aller, vous savez, sur le site. Et puis Open Data SNCF, je vais essayer pour voir si je dis pas de bêtises. Voilà, accueil SNCF Open Data. Et ben voilà, le premier en haut de la liste, vous l'avez. Donc ça va, ça marche. Du coup, voilà, donc ça, c'est les données que l'on fournit à l'extérieur. Ensuite, on a les données à l'intérieur du groupe, ce que nous, on appelle l'inner data. C'est-à-dire qu'on partage l'information à l'intérieur du groupe. Et là-dessus, on a fait évoluer la gouvernance. Avant, on était plutôt chaque entité a dit bah voilà, c'est ma donnée et puis je la partage pas, ou alors ma donnée a de la valeur, donc si tu la veux, je la vends. Cette approche, je dirais, de gouvernance, où finalement de dire que la donnée a de la valeur et si tu en as besoin, je te la vends, c'est pas très productif à l'intérieur d'un groupe. Ça crée des barrières, des silos, ainsi de suite. Donc on a changé la gouvernance. Et maintenant, c'est la donnée est disponible, sauf exception. Et les exceptions, c'est lié aux contraintes législatives. Voilà, donc on a changé la gouvernance justement pour que la donnée à l'intérieur du groupe soit fluide. Ensuite, on a les difficultés des systèmes d'information, parce qu'ils ne sont pas tous au même endroit, donc ils sont assez distribués. Et là, on rentre dans une démarche d'API. Et voilà, donc on a des API déclarés avec tout un catalogue d'API qui permettent de consommer l'information entre les unités. Voilà le changement de gouvernance et les objectifs que l'on a avec nos données. Et par ailleurs, on a tout l'historique des comptes rendus écrits que l'on est en train de traiter, scanner et traiter pour pouvoir emmagasiner de la connaissance du passé. Alors c'est amusant parce que tous ces papiers étaient entassés, n'avaient pas de valeur intrinsèque. Quand on les a numérisés, qu'on les transformés en données, là tout de suite, ça a permis de détecter des choses qui ont de la valeur. Alors, il y a ensuite une série de questions, enfin une question importante sur les RH. Donc, comment cela se passe-t-il pour la mise en place de vos solutions IA? Est-ce que vous mettez en place une conduite du changement? Comment percevez-vous l'accueil de vos collaborateurs, l'accueil qu'ils réservent à ces nouvelles technologies? C'est une question de Camille. Donc là, la gouvernance des hommes. Alors, d'abord, pour nous, le discours est simple. L'IA ne remplacera jamais l'homme. Donc déjà, ça c'est un postulat, et tout simplement parce que la technologie n'existe pas. Même s'il y en a qui fantasment dessus, voilà, ça n'existe pas. Par contre, l'IA est là pour aider le quotidien. Donc pour nous, l'IA n'a d'intérêt que si ça simplifie le quotidien de nos agents. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, finalement, c'est plutôt bien perçu. Comme c'est perçu comme une aide, c'est plutôt bien perçu par nos agents. Alors après, on a comme partout des réfractaires à l'IA, mais c'est vraiment très très peu. Donc il faut bien avoir ça en tête. Nous, on ne favorise l'IA que pour aider le quotidien. Donc, et par ailleurs, on a aussi l'école du numérique qui fait des formations sur l'IA et ainsi de suite, parce que ce que on cherche aussi, c'est à faire émerger dans nos organisations des compétences, mais des passionnés en fin de compte. Ce que l'on cherche, c'est des passionnés qui sont dans un métier et qui se disent que finalement, j'aimerais bien travailler dans ce domaine du numérique. D'ailleurs, nous, dans SNCF, on a des métiers qui disparaissent sur le terrain, ainsi de suite. Et le numérique est un des vecteurs pour retrouver une nouvelle carrière et trouver une nouvelle trajectoire de carrière.
et on a des grands plans pour accompagner tous ceux qui sont motivés pour aller vers le numérique, les accompagner vers cette nouvelle carrière. On a des beaux exemples de reconversion, parce que en fin de compte, on a la chance finalement d'avoir du personnel qui est là pour longtemps. Alors certains disent que ça peut être une contrainte, mais nous on considère que c'est une opportunité. Très bien. Oui, j'ai encore un petit détail. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, on a une intelligence du terrain que l'on peut apporter dans le monde du numérique. Et ça a de la valeur. Parfait. Alors maintenant, venons-en aux voyageurs. Donc une question de Philippe. Est-ce que le suivi du comportement de la clientèle en gare, à bord, par caméra, est expérimenté ou planifié? Agression, incivilité, port du masque. Comment gérez-vous les contraintes réglementaires? Et une question complémentaire de Jean-Marie sur les nouveaux comportements liés au Covid et qui ferait que la connaissance extraite du passé, au moins sur les comportements humains, n'aurait peut-être plus la même valeur qu'hier. Donc, toute une série d'interrogations sur IA et comportement voyageurs en Covid et non Covid. Alors d'abord, nous, on fait des expérimentations uniquement dans le respect de la loi. Donc, de toute façon, aujourd'hui, la reconnaissance faciale ne fait pas partie de ces sujets-là. Nous, on se sert des caméras pour compter les personnes sur les quais. Hein, c'est pour des raisons de sécurité, tout simplement. On compte aussi pour savoir où est-ce qu'il faut dévier les flux. Et on demande à du personnel de se positionner au bon endroit pour guider les flux. Donc, c'est là où on utilise. Après, la reconnaissance de masque, on n'a pas encore expérimenté ce genre de choses. Aller dans une gare, de toute façon, il y a du personnel qui, si vous n'avez pas de masque, va vous demander d'en porter, enfin en tout cas, vous va demander un acte civique de porter un masque. Donc finalement, on a assez peu à ce stade de contrevenants. Je pense que tout le monde est mature sur ce sujet-là. Une série de questions sur le thème comment travailler avec la SNCF. Donc, une question sur les programmes qui existent pour travailler avec des startups, notamment dans la maintenance prédictive. Question de Raphaël et une question de Jean-Marie sur des Hack Days, hackathons que vous organiseriez sur des problématiques spécifiques. Alors, nous, on a d'abord, pour la partie identification des startups, on a lancé des appels d'offres qui, justement, identifient des panels de startups. Donc, régulièrement, on relance une remise à jour de ces appels d'offres pour avoir un cadre juridique assez contraint, parce qu'on est une entreprise qui est soumise aux appels d'offres publics. Donc voilà, bon, il faut juste bien identifier ça. Sinon, on a ce qu'on appelle les 514, qui sont des hubs dans lesquels on concentre l'innovation digitale. Donc, il y en a un à Saint-Denis, il y en a aussi à Lyon, à Lille, un qui va s'ouvrir à Marseille, un à Toulouse. Et c'est le lieu où on relie, je dirais, les problématiques SNCF avec des acteurs locaux, de start-up et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment là qu'il faut être présent. En tout cas, vous, pareil, vous cherchez les 574. Alors, pourquoi 514 hein, c'est notre record mondial de vitesse qui n'a pas été encore dépassé en train sur rail, je précise. Donc 574 km/h sur la liaison Paris-Strasbourg. Voilà, j'invite les participants à poser d'autres questions parce que je prends là la dernière qui vient d'Arthur, qui est une question très très large. Quels vont être les plus gros challenges IA pour la SNCF en 2021? Alors, je pense que les challenges vont au-delà de 2021.
Hein, je vous ai parlé de tout ce qui touche à la maintenance. En tout cas, on a 4 thèmes qui nous portent à cœur. Hein, la sécurité. Comment est-ce que de l'IA permet d'améliorer la sécurité? On a la régularité. On a la performance industrielle, performance économique. Et ensuite, on a l'information voyageur. Voilà, c'est les 4 thèmes sur lesquels on travaille, que finalement l'IA vient apporter de la valeur à ces sujets-là. Ensuite, on a les JO 2026, hein, enfin 2024, j'espère que ça ne sera pas d'écart 2026, mais en tout cas 2024, et sur lesquels voilà, on a des sujets autour de la traduction temps réel, on a des sujets autour de la détection de problèmes de foule ou des choses comme ça, des sujets de sûreté. On a des sujets aussi de maintenance prédictive. Tout à l'heure, on a parlé des caméras, mais clairement, pour moi, la caméra avec de l'intelligence intégrée, c'est le meilleur IoT finalement. Hein, il arrive à détecter si un escalator est en panne ou le nombre de personnes il peut comptabiliser le nombre de personnes, savoir anticiper que voilà, par rapport au nombre de personnes transportées, peut-être qu'il y a une maintenance à préparer. Enfin, tous ces sujets-là, et la caméra, ça fait partie des IoT les plus performants que l'on puisse envisager. Donc, je pense que la vidéo reconnaissance fait partie des gros sujets. Voilà, voilà le plan 2021 et plus. Très bien. Il y a 2 autres questions. Donc, il y en a une d'Alain. La maintenance prédictive semble basée sur votre historique. Qu'en est-il de la maintenance prédictive embarquée dans le train? On commence à avoir de l'information liée à ces données avec les nouvelles rames qui arrivent. Hein, les TGV, les nouvelles rames de TGV vont être équipées de capteurs et on va pouvoir collecter les capteurs, enfin les données des capteurs. Voilà, donc ça arrive. Mais le vrai enjeu, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir des informations sur les capteurs pour commencer à faire de la maintenance prévisionnelle ou prédictive. On a déjà, d'ailleurs dans toutes les sociétés industrielles, on a déjà de l'information qui peut être utilisée pour travailler dans la maintenance prédictive. Et alors justement maintenant une autre question sur les données sensibles, dont les données personnelles. Comment gérez-vous la sécurité et la confidentialité des données dans vos flux internes de données pour vos projets data et IA? Et une question un peu en lien avec celle qu'on avait évoquée. Comment avez-vous eu des difficultés à rassembler les données provenant de différentes entités SNCF? C'est une question de Raphaël. Alors d'abord, les données GDPR, hein, donc clairement, elles ne sont pas communiquées. Ça fait partie des cas précis où il n'y a pas de communication de données d'une entité à l'autre. Et là-dessus, on est très strict. Hein, on applique la loi. C'est pour ça, quand j'ai dit c'est ouvert, sauf exception, les exceptions, c'est quand la loi nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc ensuite, quand on est amené à travailler sur des données personnelles, nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est pas les personnes, c'est les statistiques. Donc on travaille plutôt sur des volumes plutôt que sur des individus. Et là-dessus, on peut faire du traitement en volume. Et pour le coup, la loi ne nous interdit pas de faire des traitements en volume statistique. C'est sûr que si le volume revient à 1, c'est un dernier, voire même à un nombre restreint, c'est pas autorisé. Voilà. Et puis, dernier point, c'est qu'on ne fait des traitements sur les données personnelles que si on a l'accord de la personne. Et ça fait partie de l'enrôlement des personnes, je dirais, par rapport à ce sujet-là. Donc, on peut très bien avoir le droit à l'oubli, le droit à ce que ces informations ne soient pas traitées par nos services. Et là, je passe surtout sur la partie relation client. Mais voilà, donc on est vraiment très affûté sur ces sujets-là, et c'est normal, parce que d'abord, SNCF, c'est un tiers de confiance, et on ne peut pas se permettre de ne pas être très rigoureux sur ce sujet. Et la deuxième question, c'est à propos des données. Donc, nous, on n'a pas fait un gros data warehouse, on a mis toutes les données de la SNCF. D'abord, je pense que c'est pas très productif. On préfère militer sur une donnée est maîtrisée par une chaîne applicative, et le responsable de la chaîne applicative a
obligation de mettre des API pour que ça puisse être consommé par d'autres. Donc, on applique exactement ce qu'il y a sur Internet, à savoir que Internet, c'est le réseau le plus sophistiqué, le plus, là où il y a le plus de données, et pour autant, ça marche. Non pas parce que toutes les données sont au même endroit, mais parce qu'il y a des interfaces entre tous les services. Donc, nous, on prône l'interface plutôt que le stockage centralisé. Et est-ce que vous utilisez des capteurs intelligents de type NanoEdge avec des algos d'IA embarqués aussi dans cette perspective de gestion répartie un peu? Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Nous, ce qu'on cherche, une fois qu'on a le modèle, parce que le modèle ne peut se calculer que sur des méga systèmes et se calcule avec de la masse de données. Mais une fois que le modèle a été calculé, enfin, a été concret, alors là, pour le coup, on s'intéresse à le déposer dans le hardware local, que ce soit des capteurs de vibration ou, bien évidemment, capteurs de caméra, et ainsi de suite. Donc là, la technologie, quand même, n'est pas encore tout à fait au point, hein. Mais ça commence, en tout cas, les chercheurs et les fabricants de matériel s'intéressent fortement à ces sujets-là, et on va voir arriver sur le marché pléthore de capteurs. D'ailleurs, ce sera des sujets à demander à ST Microelectronics, là où ils en sont sur ces sujets-là. Dans le prochain meet-up. Ensuite, on a une question de Alain. Enfin, c'est plutôt une remarque. Si vous ne prêtez pas vos données aux constructeurs, vous n'aurez pas demain des trains plus robustes. Alors, d'abord, c'est nous qui maintenons nos rames. Alors, je vais vous expliquer un sujet. C'est que on a sur la maintenance du matériel plus d'expérience que les constructeurs. C'est paradoxal, hein. SNCF, sur du matériel, a plus d'expérience que le constructeur. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'on achète les rames, on a la garantie 1 an, et ensuite, on prend tout à notre charge. C'est ce qui fait la performance SNCF. Alors maintenant, dans le futur, on va rajouter des capteurs dans les rames. Bien évidemment, le constructeur a une obligation, enfin, finalement, dans la négociation, il y a un partage de l'information. Et bien sûr, à partir de là, il faut pouvoir avoir de l'information qui sont issues de leur RAM et améliorer, bien sûr, la maintenance et la maintenance prédictive. Mais comme nos données historiques sont plutôt des données papier ou un peu disparates, voilà, ça fait partie de notre actif et c'est là-dessus que l'IA nous permet de les traiter et de les utiliser au mieux. Bien sûr, Alstom voudrait bien sûr toutes nos données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais une peut-être. Comment travaillez-vous avec des partenaires industriels au niveau européen? Est-ce que c'est un enjeu de traiter ce sujet IA et la donnée ferroviaire aussi à ce niveau-là ou pas? Alors, au niveau européen, oui, il y a des groupes de travail européens sur le ferroviaire. D'ailleurs, toutes les normes ferroviaires, c'est au niveau européen. On travaille avec la Deutsche Bahn, avec tous les grands acteurs du ferroviaire en Europe. On travaille sur le train du futur avec Tech for Ride. Voilà, donc on a notre R&D, hein, notre direction de l'innovation, de la recherche et innovation, qui travaille beaucoup avec des groupes de travail européens. Et ça, voilà, ça fait partie de notre participation à l'amélioration du ferroviaire. Donc, et bien sûr, avec les industriels, c'est des consortiums qui se font pour l'amélioration du ferroviaire. Et essentiellement, bien sûr, pour la sécurité, l'efficacité énergétique, et tous les sujets qui nous apportent. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore à poser à Henri Pideau sur les divers volets qu'il a abordés? Alors, on a peut-être une question là, si pour des services de mobilité as a service, le besoin qu'il va y avoir de mutualiser des données avec d'autres acteurs sans pour autant divulguer les données sensibles. Effectivement, toutes les réflexions pour la mobilité de bout en bout
implique ce type d'interfaçage. Comment on peut gérer ça? Bon, d'abord, il y a un cadre juridique sur ce sujet, c'est la loi LOM, qui cadre juridiquement, voilà, les opérateurs de transport ont une obligation de divulguer des informations relatives à les horaires, où sont les trains, et je ne sais pas s'il y a combien de personnes dans le train, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, où sont les horaires, où sont les trains, de telle façon que l'écosystème du transport puisse s'en emparer et fournir des services de mobilité de bout en bout. Alors, bien évidemment, nous aussi, on est un opérateur dans ce domaine-là, mais on partage toutes les données qui ont été définies dans la loi LOM. Et puis, pour certains partenaires privilégiés, on a un partage de données plus sensibles, en tout cas plus confidentielles. Et là, de partenariat. Et du coup, vous gérez comment, au plan technique, un peu le partage des données sensibles? Est-ce que c'est une solution technique, juridique? Comment ça se… D'abord, d'abord il y a un transfert enfin, pour les données sensibles en particulier, il y a un transfert de responsabilité, puisque voilà, on fournit de la donnée sensible, et ensuite, bien sûr, ça se fait par des API, mais sécurisées, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, j'aurais tendance à dire, quel serait un petit peu votre mot de conclusion, peut-être vos desiderata par rapport à une action de la puissance publique, une mobilisation de l'écosystème, un des projets phares de SNCF pour les années à venir? Est-ce qu'il y a des éléments de mots de la fin que vous souhaiteriez nous transmettre à ce stade de notre échange? Je pense qu'on a quand même pas mal couvert le débat. Je trouve que les questions étaient pertinentes et vraiment balayé large les sujets autour de l'IA. En tout cas, moi, j'étais très merci de m'avoir invité et d'avoir pu débattre sur ces sujets parce que on entend beaucoup de choses sur l'IA. Et là, pour le coup, là, on est sur des sujets concrets du quotidien, concrets de nos environnements industriels. Et voilà, donc moi, je suis assez confiant dans l'usage de l'IA. Voilà, merci beaucoup Henri pour cette présentation 360 degrés du hardware aux voyageurs en passant par le réglementaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci.